Le claquement sec de mes talons sur le sol en marbre était devenu mon métronome. Le rythme qui rythmait mes journées dans l'univers de Carlos Benedetti. Chaque pas résonnait dans le 42e étage de la tour Benedetti. Un son si familier que je ne le remarquais presque plus. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. L'air lui-même semblait plus lourd, chargé d'une électricité que je ne pouvais nommer. J'ai réajusté la pile de contrats dans mes bras, mes doigts effleurant le porte-document en cuir lisse qui coûtait plus cher que ma première voiture. Après 6 mois en tant que secrétaire de direction de Carlos Benedetti, je n'étais toujours pas habitué à l'étalage désinvolte de richesses qui m'entourait. Le bureau était entièrement décoré de bois sombre et de marbre italien, avec des baies vitrées offrant une vue panoramique sur la ville qui s'étendait 42 étages plus bas. D'ici, le monde semblait petit, facile à gérer, comme si Carlos pouvait le modeler à sa guise, ce qu'il était sans doute capable de faire. Le parfum de son eau de Cologne flottait dans le couloir, coûteux et boisé, avec des notes de bergamote et quelque chose de plus sombre que je n'arrivais pas à identifier. Il imprégnait tout, rappelant constamment sa présence, même lorsqu'il n'était pas là. J'avais appris à associer ce parfum au danger et au pouvoir, à la façon dont ses yeux sombres pouvaient démasquer les faux semblants et voir directement la vérité que vous essayez de cacher. Mon téléphone vibra dans la poche de ma veste pour la troisième fois en 1 heure. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que c'était Ethan, l'avocate spécialisée dans les divorces qui était devenue ma bouée de sauvetage au cours des 2 derniers mois, m'aidant à traverser le cauchemar de quitter Marcus. Mon mari, mon ex-mari. Je me suis corrigé mentalement, même si les papiers n'étaient pas encore signés. L'homme qui avait passé 3 ans à m'apprendre que l'amour pouvait être une prison aux barreaux invisibles. J'aurais dû répondre. Ethan n'appelait pendant les heures de travail qu'en cas d'urgence, mais Carlos avait enchaîné les réunions toute la matinée et je savais qu'il allait sortir de la salle de conférence d'un instant à l'autre, attendant son café exactement comme il l'aimait. Noir avec un seul morceau de sucre complètement dissous, aucune trace de douceur sur la langue, juste un soupçon en fin de bouche. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent et mon souffle se coupa, comme à chaque fois que je le voyais. Carlos Benedetti se déplaçait comme un prédateur, tout en grâce contrôlée et en puissance à peine contenue. À 38 ans, il était d'une beauté ravageuse qui semblait dangereuse, comme lorsqu'on admire un loup. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, dévoilant un visage qui semblait sculpté dans le marbre. Ses pommettes saillantes et sa mâchoire semblaient ne pouvoir couper du verre. Mais c'était ses yeux qui vous captivaient. Presque noirs sous la plupart des lumières, il pouvait tout exprimer ou ne rien exprimer selon son humeur. Aujourd'hui, ses yeux étaient orageux. Diana, sa voix était un grondement grave, accentué par les vestiges de son héritage italien, bien qu'il soit né à New York. Dans mon bureau maintenant, ce n'était pas une demande. Carlos ne faisait jamais de demande. Je le suivis à travers le vaste hall d'entrée, passait devant mon bureau avec son chaos organisé de dossiers et de notes autocollantes, et entrait dans son bureau privé. L'espace était à son image, minimaliste, mais coûteux. Chaque meuble avait été choisi pour sa forme et sa fonctionnalité. Un immense bureau dominait la pièce, sa surface dégagée à l'exception de 2 écrans d'ordinateur et d'une seule photographie dans un cadre argenté. Sa mère, décédée depuis maintenant 5 ans. Il se plaça derrière son bureau, mais ne s'assit pas, ce qui signifiait que la conversation ne serait pas longue. Sa posture était rigide, la tension évidente dans ses épaules sous son costume anthracite parfaitement taillé. J'avais appris à décrypter ces petits signes au cours des derniers mois, comme on apprend à prédire une tempête en observant le ciel. Le contrat Patterson, dit-il, sans quitter mon visage des yeux. Vous avez modifié les termes. Mon estomac se noua. J'avais apporté des modifications mineures, des clauses qui protégeaient un certain des employés qui seraient touchés par la fusion. Des modifications que Carlos n'avait pas autorisées. Des modifications qui, techniquement, dépassaient mes compétences en tant que secrétaire. C'est vrai. Je levai le menton, refusant de montrer la peur qui me tordait les entrailles. C'était une chose que Marcus m'avait apprise sans le vouloir. Comment tenir bon, même lorsque tous mes instincts me poussaient à fuir. Les conditions initiales auraient privé 200 familles d'assurance maladie pendant la période de transition. J'ai ajouté une clause de protection. Vous avez ajouté. Sa voix était désormais dangereusement douce, un ton qui rendait les hommes nerveux.
Vous avez pris la liberté de modifier un contrat de plusieurs millions de dollars sans me consulter. Oui. Pourquoi? Parce que c'était la bonne chose à faire. Je soutenais son regard, même si mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Et parce que je savais que vous seriez d'accord si vous aviez eu le temps de l'examiner correctement. Vous étiez à Singapour lorsque la date limite a été atteinte. Quelque chose a vacillé dans ses yeux sombres, trop rapidement pour que je puisse l'identifier. Pendant un long moment, il ne dit rien, se contentant de m'observer avec une intensité qui me donna la chair de poule. Puis, de manière inattendue, sa bouche esquissa quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Vous êtes soit très courageuse, soit très imprudente, Diana. Probablement les deux, mis-je. Les Patterson ont accepté les conditions révisées. Ils ont été impressionnés par leur humanité. Il a contourné le bureau et s'est appuyé contre le bord, suffisamment près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Je pouvais voir l'ombre légère de sa barbe naissante sur sa mâchoire, malgré l'heure matinale. Vous m'avez fait bien paraître. C'est mon travail. Non. Sa voix est devenue plus grave, intime, d'une manière qui m'a fait ressentir une chaleur dans le ventre. Votre travail consiste à suivre mes instructions. Ce que vous avez fait, c'est penser comme un associé, pas comme une secrétaire. Il y a une différence. Je ne savais pas quoi répondre, alors je n'ai rien dit. Je me suis contenté de soutenir son regard et d'essayer d'ignorer la façon dont mon corps réagissait à sa proximité. Cela s'était produit plus fréquemment au cours des dernières semaines, ces moments de tension palpable entre nous, où l'air lui-même semblait vibrer d'une chose inexprimée. Votre téléphone n'a pas arrêté de vibrer toute la matinée, a-t-il dit d'un ton désinvolte. Mais il y avait quelque chose de tranchant sous ces mots. Un appel important, juste des affaires personnelles. J'ai gardé une voix neutre, rien d'urgent. Dinah. Il a prononcé mon nom comme une caresse et un avertissement à la fois. En règle générale, je ne m'immisce pas dans la vie privée de mes employés. Mais lorsque cette vie privée peut affecter leur travail, cela devient mon affaire. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Oui, j'avais envie de lui dire que je quittais mon mari, l'homme qui avait enfoncé son poing dans le mur à côté de ma tête lorsque je lui avais demandé des explications sur les dépenses de notre carte de crédit. L'homme qui m'avait lentement isolé de mes amis et de ma famille. Je n'avais réalisé que j'étais seul que lorsqu'il était presque trop tard. L'homme qui a des liens avec la famille Caruso, vos plus grands rivaux dans cette ville. Mais je ne pouvais rien dire de tout cela. Pas à Carlos Benedetti, qui contrôlait la moitié de l'économie souterraine de New York et dont l'empire commercial était fondé sur la loyauté et la confiance. Mon divorce n'était pas seulement compliqué. Il était dangereux. La famille de Marcus était peut-être légitime sur le papier, mais tout le monde savait que les Caruso avaient des intérêts dans tous les domaines, de la construction aux produits pharmaceutiques. Si Carlos apprenait mes liens avec eux, même par alliance, me considérait-il comme un handicap? Tout va bien, ai-je menti, et j'ai détesté la facilité avec laquelle les mots sont sortis. Marcus m'avait aussi appris cela. Comment mentir avec le sourire? Les yeux de Carlos se sont légèrement plissés. Il ne me croyait pas. Cela ne faisait aucun doute. Mais avant qu'il ne puisse insister, son téléphone de bureau sonna. La ligne privée à laquelle seule une poignée de personnes avaient accès. Nous continuerons plus tard, dit-il en se levant pour répondre. Et Diana, la prochaine fois que vous décidez de réviser un contrat dans mon nom, ayez au moins la courtoisie de me laisser un mot. Oui, monsieur. Je me retournai pour partir, soulagé par ce répit. Ma main était sur la poignée de la porte quand sa voix m'arrêta. Encore, encore une chose, vous avez laissé votre téléphone personnel sur votre bureau. Je me figeai. Une froide angoisse remplaça mon soulagement. Mon téléphone. J'étais tellement concentré sur le fait d'apporter son café et les contrats à Carlos que j'avais laissé mon téléphone déverrouillé sur mon bureau, car j'étais en train de consulter le dernier message d'Ethan quand Carlos m'avait appelé dans son bureau. Je vais juste, ai-je commencé à dire, mais il était déjà passé devant moi, sortant de son bureau à grands pas vers mon bureau avec cette grâce prédatrice qui faisait battre mon cœur à toute rompre. Je l'ai suivi, mes talons claquant frénétiquement sur le marbre. Mais j'étais en retard. Carlos se tenait déjà devant mon bureau, mon téléphone à la main, son pouce faisant défiler mes messages avec Ethan. À chaque défilement, son expression s'assombrissait, devenait plus dangereuse, jusqu'à ce que j'aie l'impression que la température de la pièce avait baissé de 10 degrés Celsius. Qui, a-t-il dit, sa voix parfaitement maîtrisée, ce qui signifiait qu'il était furieux.
Ethan Mitchell. Ma bouche s'est asséchée. Sur l'écran, je pouvais voir le dernier message envoyé par Ethan. Rencontre avec l'avocat de Marcus cet après-midi. Reste forte. Ce sera bientôt fini. Et au-dessus, ma réponse de ce matin. J'ai peur. Il menace de rendre les choses difficiles. Il dit qu'il me détruira si je vais jusqu'au bout. C'est mon avocat spécialisé dans les divorces, dis-je en forçant les mots à passer malgré la constriction dans ma gorge. Carlos releva brusquement la tête, ses yeux sombres me transperçant, avec une intensité qui me fit reculer involontairement d'un pas. Tu es marié, séparé, bientôt divorcé. Dans combien de temps? J'ai déposé la demande il y a 2 mois. Nous négocions les conditions. Il a posé le téléphone avec un soin délibéré, mais je pouvais voir que ses jointures étaient blanches là où elles agrippaient le bord de mon bureau. 2 mois. Tu travailles pour moi depuis 6 mois, ce qui signifie que tu as été marié pendant tout ce temps et que tu as négligé de le mentionner. Cela ne me semblait pas pertinent. Cela ne semblait pas... Il s'interrompit, serrant les mâchoires. Diana, je vérifie les antécédents de toutes les personnes qui travaillent pour moi, de manière approfondie. Comment cela a-t-il pu m'échapper? J'utilise mon nom de jeune fille dans le cadre professionnel. Je l'ai toujours fait. Marcus et moi avons toujours géré nos finances séparément. Nous vivions dans son appartement, pas dans le mien. Sur le papier, rien ne nous relie, à part un certificat de mariage. Enregistré dans le New Jersey sous son nom légal, Marcus Caruso. J'ai observé son visage, j'ai vu le moment où le nom a fait tilt. J'ai vu son expression passer de la colère à quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Caruso, il a prononcé ce nom comme une malédiction. Tu n'es marié à un Caruso que de nom. Je ne vis plus avec lui depuis 3 mois. Je vis chez ma sœur en attendant que le divorce soit prononcé. Sait-il que tu travailles pour moi? Cette question m'a glacé le sang, car je me posais la même question depuis des semaines. Marcus était devenu de plus en plus agressif dans ses efforts pour me contacter, se présentant à des endroits qu'il n'aurait pas dû connaître, proférant des menaces trop précises pour n'être que de la rage et de l'orgueil blessé. Je ne sais pas, ai-je admis. J'ai fait attention, mais les Caruso ont des yeux partout. Carlos a terminé ma phrase, son esprit anticipant déjà des implications et des menaces auxquelles je n'avais pas entièrement pensé. Il a sorti son téléphone et s'est mis à taper rapidement. À quel point a-t-il été menaçant? Ce ne sont que des paroles, des SMS et des messages vocaux furieux. Il n'a jamais vraiment... Vous a-t-il déjà frappé? Cette question posée d'un ton neutre et dangereux a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Je n'avais jamais dit la vérité à personne, pas même à Ethan, qui m'avait posé des questions prudentes et désinvoltes lorsqu'il avait examiné mon dossier. Tout le monde pensait que je quittais Marcus parce que notre mariage avait simplement échoué, et non parce que j'avais peur. Non, ai-je répondu, et c'était techniquement vrai. Marcus ne m'avait jamais frappé. Il s'assurait simplement que je sache qu'il en était capable, que la menace était toujours présente dans ses poings serrés, dans sa façon de claquer les portes, de jeter des objets, de frapper les murs si près de ma tête, que je sentais le déplacement de l'air contre mon visage. Les yeux de Carlos disaient qu'il savait que je mentais, ou du moins que je ne disais pas toute la vérité. Il s'est approché, et j'ai lutté contre l'envie de reculer, de montrer ma faiblesse. J'avais appris avec Marcus que montrer sa peur ne faisait qu'empirer les choses. Regardez-moi, Diana. Je l'ai fait, levant le menton avec défi, même si mes mains tremblaient le long de mon corps. Si Marcus Caruso vous a menacé, s'il vous a fait vous sentir en danger de quelque manière que ce soit, je dois le savoir immédiatement. Pourquoi? La question m'a échappé avant que je puisse la retenir. Pour pouvoir me licencier, éliminer la menace avant qu'elle ne devienne un problème. Je sais comment ça marche, Monsieur Benedetti. Je représente un risque maintenant. Un lien avec vos ennemis. Arrêtez. Sa main s'est tendue, sans m'attraper, mais suffisamment près pour que je sente la chaleur de sa paume près de mon bras. Vous pensez que je vous licencierai? Que je vous renverrai vers un homme qui vous oblige à regarder derrière vous chaque fois que vous quittez ce bâtiment? Qui vous oblige à garder votre téléphone face vers le bas sur votre bureau, comme si vous aviez peur de ce qui pourrait apparaître à l'écran? Je l'ai regardé, sous le choc, sans pouvoir prononcer un mot. J'ai remarqué des choses, Diana. C'est comme ça que j'ai survécu dans ce milieu. Et j'ai remarqué que tu sursautes quand les hommes élèvent la voix, que tu te places près des sorties dans chaque pièce,
que tu ne parles jamais de ta vie personnelle, même si les autres secrétaires bavardent sans arrêt. Sa voix s'adoucit légèrement. J'ai remarqué que tu avais peur et j'attendais que tu me fasses suffisamment confiance pour me dire pourquoi. Vous êtes mon patron, murmurai-je, pas mon protecteur. Je suis les deux. La certitude dans sa voix était absolue. Tous ceux qui travaillent pour moi sont sous ma protection. C'est ainsi que cela fonctionne. Et maintenant que je sais ce à quoi vous êtes confrontés, cette protection s'étend à vous éloigner dans toute sécurité de Marcus Caruso. Peu importe les conséquences. Il ripostera. Les Caruso n'aiment pas être défiés. Qu'ils essayent. Il y avait désormais de l'acier dans ses mots. Le rappel que Carlos Benedetti n'avait pas bâti son empire en reculant devant les menaces. Tu es à moi maintenant, Diana. Mon employé, ma responsabilité, et je protège ce qui m'appartient. La possessivité de ces mots aurait dû m'effrayer. Cela me rappelait trop Marcus, la façon dont il avait revendiqué sa propriété sur moi, comme si j'étais un bien à contrôler. Mais d'une certaine manière, venant de la bouche de Carlos, cela semblait différent. Pas comme une cage, mais comme une armure. Le reste de la journée s'écoula dans un étrange brouillard. Carlos disparut dans son bureau pendant des heures, passant des coups de fil en italien rapide que je ne pouvais pas suivre à travers la porte épaisse. J'essayais de me concentrer sur le flot incessant d'emails et de demandes de rendez-vous qui constituaient mes tâches habituelles. Mais mon esprit revenait sans cesse à la façon dont il avait dit « à moi ». La façon dont cela m'avait fait me sentir à la fois piégé et en sécurité. Mon téléphone vibra à nouveau. Athan, pour la 5e fois depuis que Carlos avait vu nos messages. Dinah, je dois te parler de l'audience de la semaine prochaine. L'avocat de Marcus demande un report, affirmant que tu n'as pas été honnête au sujet de ta situation financière actuelle. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je fixais le message, l'estomac noué par l'angoisse. Ma situation financière actuelle, c'était un code pour où travailles-tu et combien gagnes-tu? Des informations que j'avais délibérément laissées vagues dans tous nos documents. Si Marcus découvrait que je travaillais pour Carlos Benedetti, le divorce tournerait à la guerre. Les Caruso s'en serviraient comme levier, comme arme, comme preuve que j'avais tout planifié depuis le début, que j'étais une sorte d'espionne industrielle. L'ironie, c'est que je ne savais pas qui était Carlos lorsque j'ai postulé pour le poste. J'avais vu secrétaire de direction chez Benedetti Enterprises et je m'étais concentré uniquement sur le salaire, qui était 3 fois plus élevé que celui que je gagnais au cabinet d'avocats où Marcus avait insisté pour que je travaille. Un cabinet d'avocats dirigé par son cousin, où chacun de mes gestes était surveillé et lui était rapporté. Ce n'est qu'après avoir été embauché, après avoir passé ma première journée à apprendre les détails complexes des activités commerciales légitimes de Carlos, que j'ai compris pourquoi les gens prononçaient son nom à voix basse, avec respect. Les mesures de sécurité qui allaient au-delà de ce qu'exigeait une entreprise normale. Les réunions qui ne figuraient sur aucun calendrier, avec des hommes dont les costumes coûteux ne parvenaient pas à cacher la violence dans leurs yeux. À ce moment-là, j'étais déjà tombé amoureuse de ce travail. Le défi qu'il représentait, la façon dont Carlos exigeait la perfection, mais récompensait la compétence. La façon dont il me traitait comme si j'avais un cerveau, me demandant mon avis sur les transactions et les stratégies, écoutant réellement mes suggestions. Après 3 ans passés avec Marcus qui me traitait comme un objet décoratif à exhiber et à contrôler, le respect de Carlos m'enivrait. Je m'étais convaincu que je pouvais séparer les deux mondes, que Marcus ne découvrirait jamais où je travaillais, que je pourrais finaliser le divorce et disparaître avant que quelqu'un ne fasse le lien. C'était stupide, avec le recul. Dans le monde de Carlos, les secrets ne restaient pas longtemps cachés. Diana. Sa voix depuis l'embrasure de la porte me fit sursauter, ma main se posant sur ma poitrine. Il s'était déplacé si silencieusement que je ne l'avais pas entendu approcher. Viens avec moi. Où? Viens, c'est tout. Je l'ai suivi jusqu'à l'ascenseur privé, celui qui nécessitait une carte magnétique et un scan rétinien pour fonctionner. Je n'y étais jamais entré auparavant. Lorsque la porte s'est refermée, nous enfermant dans ce petit espace, j'ai pris conscience de sa présence. Son parfum envahissait mes sens. La chaleur de son corps rayonnait malgré la distance qui nous séparait. L'ascenseur est descendu, mais pas jusqu'au hall d'entrée. Il a continué à descendre, passant devant le parking, vers ce que j'ai compris être des sous-sols qui ne figuraient sur aucun plan du bâtiment. « Carlos, où allons-nous »
Je veux que tu comprennes quelque chose, m'a-t-il interrompu, d'une voix basse et maîtrisée. Je veux que tu vois exactement de quelles ressources je dispose, ce que je suis prête à utiliser pour te protéger. Les portes se sont ouvertes sur un couloir qui ne ressemblait en rien au bureau à l'étage. Celui-ci était fait de béton et d'acier, fonctionnel et froid, avec des caméras de sécurité à chaque intersection et des portes qui nécessitaient un scan biométrique pour s'ouvrir. Carlos m'a guidé à travers un labyrinthe de couloirs jusqu'à ce que nous atteignions une pièce qui semblait tout droit sortie d'un film d'espionnage. Des rangées de moniteurs couvraient un mur, chacun affichant différentes images provenant de caméras réparties dans toute la ville. Deux hommes en tenue tactique, assis à des postes de travail, ont à peine levé les yeux lorsque nous sommes entrés. Un troisième homme, plus âgé, aux cheveux striés d'argent, se leva d'un fauteuil en cuir dans le coin. Diana, voici Vincent. Il est responsable de la sécurité de toutes mes opérations. La main de Carlos se posa sur le bas de mon dos, possessive et chaude à travers le tissu fin de mon chemisier. Vincent, j'ai besoin de tout savoir sur Marcus Caruso. Sa position actuelle, ses associés connus, ses habitudes de déplacement. Je veux savoir où il se trouve à tout moment. Les yeux de Vincent se posèrent sur moi avec un regard professionnel. Jusqu'où veux-tu que j'aille? Jusqu'au bout. Dossiers financiers, communication, tout. S'il la suit, je veux savoir depuis quand et comment il a su où la trouver. Mon sang se glaça. Tu penses qu'il me suit? Je pense, dit Carlos avec prudence en me tournant vers lui, les mains sur mes épaules, que Marcus Caruso est un salaud autoritaire qui n'aime pas perdre ce qu'il considère comme sa propriété. Et je pense qu'il vous surveille depuis que vous l'avez quitté. Mais j'ai fait attention. Je n'ai pas vu Vincent. Montrez-lui. Vincent tapa quelques touches et soudain, l'un des écrans afficha ce qui semblait être des images de caméras de circulation datant d'il y a 3 jours. Je me vis quitter l'immeuble et me diriger vers la station de métro que j'utilisais pour me rendre au travail. Et là, à un demi-pâté de maison derrière moi, à peine visible dans la foule, se trouvait Marcus. Mon estomac se noua. Depuis combien de temps, ai-je murmuré? Au moins 1 mois, d'après ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. La voix de Vincent était neutre et clinique. Il a pris soin de garder ses distances en empruntant des itinéraires différents, mais il vous surveille régulièrement, Madame Hernandez. La pièce s'est légèrement inclinée, 1 mois. Marcus me suivait depuis 1 mois et je ne m'en étais pas aperçu. Malgré toutes mes précautions, ma vigilance extrême, je ne l'avais jamais vu. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je me suis tourné vers Carlos, la colère remplaçant la peur. Si tu savais qu'il me suivait, je ne l'ai appris que cet après-midi. Dès que tu m'en as parlé, j'ai demandé à Vincent de récupérer les images de toutes les caméras situées près de cet immeuble. Ses mains se sont resserrées sur mes épaules. Je te le dis maintenant pour que tu comprennes que tu ne peux pas retourner chez ta sœur. Ce n'est plus sûr. Si Marcus sait où tu travailles, il sait où tu habites. Je ne peux pas simplement... Où suis-je censé aller? Chez moi. Les mots restèrent en suspendus entre nous, chargés d'implications que je n'étais pas prête à examiner. Ce n'est pas approprié. Tu es mon patron. Je ne peux pas. Le convenable est passé à la trappe quand j'ai vu que ton mari arrangé te harcelait depuis des semaines. Sa voix s'est durcie. Tu as 2 choix, Diana. Tu peux venir chez moi, dans mon penthouse, où j'ai un service de sécurité qui fonctionne vraiment, ou je peux demander à Vincent d'affecter une équipe complète pour surveiller l'appartement de ta sœur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans tous les cas, tu es sous protection maintenant. Tu n'as pas le droit de refuser. Tu ne peux pas simplement « je peux et je le fais ». Il relâcha mes épaules, recula, me laissant de l'espace pour respirer. Je comprends que cela soit bouleversant. Je comprends que tu ne me connaisses pas assez pour me faire entièrement confiance. Mais pour l'instant, tu dois privilégier ta sécurité plutôt que ton malaise face à la situation. Je voulais discuter, insister sur le fait que je pouvais gérer cela moi-même, que je n'avais pas besoin qu'un homme vienne me sauver. Mais l'image de Marcus sur cet écran, me suivant, m'observant, me donnait la chair de poule. Combien de fois avait-il été assez près pour me toucher sans que je m'en aperçoive? Combien de temps avant qu'il décide que me suivre ne suffisait plus? Et le travail? Ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. Si je reste avec vous, les gens vont parler. Laissez-les parler. Carlos serra les mâchoires avec cette expression obstinée que j'avais appris à reconnaître. Ta sécurité est plus importante que les ragots au bureau.
De toute façon, la moitié des employés pensent déjà que nous couchons ensemble. Je relevai brusquement la tête. Quoi? Diana, nous travaillons en étroite collaboration. Tu es dans mon bureau plus que n'importe qui d'autre. Je te demande conseil pour les décisions importantes. Les gens font des suppositions. Il haussa les épaules, indifférent. Je n'ai jamais pris la peine de les corriger parce que, franchement, cela ne les regarde pas. Une vague de chaleur m'envahit. J'étais resté inconsciente, tellement concentré à garder la tête baissée et à bien faire mon travail que je n'avais jamais remarqué les spéculations. Ou peut-être que je les avais remarquées et choisi de les ignorer, craignant que reconnaître l'alchimie entre Carlos et moi ne la rende réelle, ne m'oblige à affronter la façon dont mon pouls s'accélérait chaque fois qu'il était près de moi. Il y a encore une chose que vous devriez voir, dit Vincent, ramenant notre attention sur les écrans. Il a affiché une autre série d'images. Celle-ci provenait de l'intérieur de ce qui semblait être un restaurant. Elle avait été prise la nuit dernière. J'ai regardé Marcus s'asseoir en face d'un homme que je ne reconnaissais pas. Ils ont parlé pendant plusieurs minutes avant qu'une femme ne les rejoigne, élégante dans une robe bordeaux qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle était belle, d'une beauté raffinée et coûteuse qui trahissait le recours à des stylistes professionnels et à des entraîneurs personnels. Et la façon dont elle touchait le bras de Marcus, se penchait vers lui pour lui murmurer à l'oreille, montrait clairement qu'ils étaient plus que de simples connaissances. Qui est-elle? Ai-je demandé, même si une partie de moi ne voulait pas le savoir. Sofia Marino, a répondu Vincent, la fille d'Antonio Marino, qui dirige le syndicat des Dockers. Elle est également, d'après nos informations, la petite amie actuelle de Marcus. Cette révélation aurait dû me faire mal. Elle aurait dû me faire me sentir trahie ou jalouse. Au lieu de cela, je ne ressentais qu'un vague sentiment de justification. Marcus voyait quelqu'un d'autre, ce qui signifiait que son besoin obsessionnel d'empêcher notre divorce n'avait rien à voir avec le fait qu'il voulait me récupérer, mais tout à voir avec le contrôle et la fierté. L'homme qu'il rencontre est Leo Santoro, a dit Carlos, la voix tendue par quelque chose que je ne pouvais identifier. C'est un avocat, mais pas du genre à s'occuper de divorce. Il est spécialisé dans l'espionnage industriel et le chantage. Mon estomac s'est noué. Pourquoi Marcus aurait-il besoin d'une telle personne? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Carlos s'est tourné vers Vincent, défendu. Je veux que vous les surveilliez tous, chaque conversation, chaque réunion. S'ils préparent quelque chose, je veux le savoir avant qu'ils ne passent à l'action. C'est déjà fait, patron. Carlos m'a pris par le coude et m'a guidé vers l'ascenseur. Je l'ai suivi, abasourdi, mon esprit essayant d'assimiler tout ce que je venais d'apprendre. Marcus me suivait. Marcus préparait quelque chose avec un avocat spécialisé dans la destruction des gens, et le pire, c'est que j'avais introduit cette menace directement dans l'univers de Carlos en acceptant ce travail, en étant trop naïve pour réaliser le danger dans lequel je le mettais. Arrête, a dit Carlos alors que l'ascenseur commençait à monter. Je peux pratiquement t'entendre sombrer dans la spirale depuis ici. Vous devriez me licencier. Les mots ont jailli avant que je puisse les retenir. Cela va vous exploser au visage. Marcus va m'utiliser contre vous, contre votre entreprise. Il va essayer. La voix de Carlos était calme, assurée, et il échouera. Diana, j'ai eu affaire à des hommes bien plus dangereux que Marcus Caruso. C'est un gamin gâté, un enfant de riche qui joue à être dangereux parce que son nom de famille lui ouvre des portes. Il ne me fait pas peur, il devrait pourtant. Les Caruso savent que je pourrais démanteler toute leur opération si je le voulais. Nous avons un accord, les Caruso et moi. Nous n'interférons pas dans les affaires de l'autre, mais si Marcus s'en prend à moi par votre intermédiaire, s'il en fait une affaire personnelle, cet accord sera caduc. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à l'étage de la direction. Carlos ne sortit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna vers moi. Dans cet espace confiné, je dus pencher la tête en arrière pour le regarder dans les yeux, consciente de sa taille imposante et de la facilité avec laquelle il pourrait me faire du mal s'il le voulait. Mais je n'avais pas peur. Pas de Carlos. Fais ta valise ce soir, dit-il doucement. Assez pour une semaine. Vincent viendra te chercher chez tes sœurs demain matin à 7 heures et t'amènera directement chez moi. Je demanderai à ma femme de ménage de te préparer une chambre. Carlos, ce n'est pas une demande, Diana. Et il ne s'agit pas de vouloir te contrôler ou te posséder, ni d'aucune des choses dont tu as sûrement peur après Marcus. Il leva la main pour me caresser le visage.
son pouce effleurant ma pommette dans un geste si tendre que j'en eus le souffle coupé. Il s'agit de te garder en vie. Peux-tu me faire suffisamment confiance pour cela? Le pouvais-je? La confiance m'avait été systématiquement retirée au cours de 3 années de mariage, remplacée par une hypervigilance et une suspicion constante. Mais debout là, regardant dans les yeux sombres de Carlos Benedetti, sentant la chaleur de sa paume contre mon visage, je me suis surprise à acquiescer. D'accord, ai-je murmuré. Une semaine. Nous commencerons par une semaine, a-t-il accepté, et nous verrons ensuite. Le penthouse de Carlos occupait tout le dernier étage d'un immeuble de Tribeca, le genre d'adresse qui ne se vantait pas, mais qui en disait long à ceux qui la connaissaient. Vincent était venu me chercher à 7 heures et pile, comme promis. Son attitude professionnelle rendait cette situation surréaliste presque normale, comme si être escorté chez son patron, avec un sac de voyage contenant toutes ses affaires, était tout à fait normal un mardi matin. L'ascenseur s'ouvrit directement sur l'appartement, et je pénétrai dans un espace qui était à la fois exactement ce à quoi je m'attendais et complètement différent. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur Manhattan. Le soleil matinal peignait le paysage urbain de nuances dorées et ambrées. La décoration était minimaliste mais chaleureuse. Tout était en bois sombre et en cuir, avec des touches de couleurs stratégiques provenant, je suppose, d'œuvres d'art originales. Madame Hernandez, une femme d'une 60aine d'années, est apparue de ce qui semblait être la cuisine. Ses cheveux argentés étaient coiffés avec élégance. Je suis Teresa, la gouvernante de M. Benedetti. Il m'a demandé de vous montrer votre chambre. Ma chambre? Ces mots auraient dû me rassurer, me confirmer qu'il s'agissait uniquement d'une mesure de sécurité destinée à assurer ma protection. Au lieu de cela, ils m'ont donné l'impression qu'une ligne était tracée, qu'une frontière était établie. C'était temporaire, professionnel, rien de plus. Teresa m'a conduit dans un couloir bordé de photographies que je n'ai pas eu le temps d'examiner de près. J'ai toutefois aperçu un Carlos plus jeune avec une femme élégante qui devait être sa mère, son bras autour de ses épaules, tous deux riant de quelque chose hors du cadre. C'était la première fois que je le voyais vraiment insouciant. Voici la suite d'invités, a dit Teresa en ouvrant une porte qui révélait une chambre facilement 2 fois plus grande que celle que je louais dans l'appartement de ma sœur. Un lit king-size dominait la pièce, recouvert de draps qui semblaient incroyablement doux. Des portes-fenêtres donnaient sur un balcon privé et une autre porte menait vraisemblablement à la salle de bains attenante. Monsieur Benedetti m'a demandé de vous dire que vous pouvez vous servir dans la cuisine. La salle de sport se trouve au niveau inférieur et son bureau est interdit d'accès, sauf s'il vous y invite expressément. Merci, Teresa. Elle m'a observé un instant, ses yeux sombres bienveillants, mais inquisiteurs. C'est un homme bon, Madame Hernandez. Pas toujours aimable, mais bon. Vous êtes en sécurité ici. Après son départ, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai essayé de comprendre ce qu'était devenu ma vie. Il y a 3 jours, je me concentrais sur la finalisation de mon divorce, sur la reconstruction d'un semblant de normalité. Maintenant, je vivais dans l'appartement terrasse de mon patron parce que mon mari arrangé me harcelait depuis des semaines et complotait apparemment quelque chose avec un avocat spécialisé dans la destruction de la vie des gens. Mon téléphone a vibré. « Ethan, encore Diana, où es-tu? » Je suis allé à l'appartement de ta sœur ce matin et elle m'a dit que tu avais déménagé. L'audience a lieu dans 4 jours. J'ai besoin de savoir comment te joindre. Je lui ai rapidement répondu. Je suis chez une amie. Je suis en sécurité. Que devons-nous préparer pour l'audience? Sa réponse a été immédiate. Nous devons parler de la dernière requête de Marcus. Il prétend que tes revenus actuels font partie des biens matrimoniaux. Appelez-moi tout de suite. Mes revenus actuels, c'était donc ça. Marcus avait réussi à découvrir mon salaire, le fait que je gagnais plus d'argent que jamais auparavant, et maintenant, il voulait une part. L'ironie était amère. Il avait passé des années à contrôler mes finances, m'obligeant à lui demander la permission pour chaque achat, remettant en question chaque dépense. Et maintenant que j'avais enfin réussi à m'échapper, il voulait prétendre que je lui devais quelque chose. Mauvaise nouvelle. Je sursautais, mon téléphone tombant bruyamment sur le parquet. Carlos se tenait dans l'embrasure de la porte, ayant troqué son costume de ce matin contre un jean foncé et un T-shirt noir à col Henley, qui le rendait d'une certaine manière plus dangereux que son costume coûteux. Ses cheveux étaient légèrement humides, comme s'il venait de prendre une douche,
et sans l'armure de son costume, il semblait plus jeune, plus accessible. Mon avocat spécialisé en divorce, dis-je en me baissant pour ramasser mon téléphone. Apparemment, Marcus essaie de réclamer mon salaire comme bien matrimonial. Carlos serra les mâchoires. Il n'a aucun droit légal pour cela. Vous êtes séparés depuis des mois et New York est un État où la répartition des biens est équitable. Les revenus gagnés après la séparation ne sont pas considérés comme des biens matrimoniaux. Je le fixais du regard. Comment sais-tu cela? Je ne suis pas seulement un beau visage, Diana. Sa bouche esquissa quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Je possède plusieurs entreprises légitimes, ce qui signifie que j'ai dû me former aux droits des sociétés, aux droits de la famille, aux droits du travail, à tout cela. La connaissance est le pouvoir dans n'importe quel domaine. Il entra dans la pièce et je me forçais à ne pas reculer, à ne pas montrer la lassitude instinctive que Marcus m'avait inculquée. Carlos n'était pas Marcus. Je devais sans cesse me le rappeler. Ton avocat a raison, cependant. Tu dois lui parler et décider comment tu veux gérer l'audience. Il s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, mettant délibérément de la distance entre nous. Que veut Marcus? À part me rendre la vie impossible, je n'en suis plus sûr. Je me laissais tomber sur le lit, soudainement submergé par la fatigue. Au début, je pensais qu'il ne supportait tout simplement pas l'idée que je le quitte. Il a toujours été possessif, dominateur. Mais maintenant, avec Sophia, avec cet avocat qu'il rencontre, je pense qu'il y a autre chose, quelque chose de plus important. Parle-moi de lui, dit Carlos, pas de l'homme qui t'a suivi ou qui a déposé de fausses plaintes judiciaires. Parle-moi de l'homme que tu as épousé. Aide-moi à comprendre à quoi nous avons vraiment affaire. Je ne voulais pas parler de Marcus, de ces premiers jours où j'étais assez naïf pour penser que sa jalousie était flatteuse, que son besoin de savoir où j'étais à chaque instant était une preuve d'attention. J'avais l'impression de rouvrir une blessure qui commençait à peine à cicatriser. Mais Carlos avait raison. S'il voulait m'aider, il devait comprendre l'ennemi. J'ai rencontré Marcus lors d'un gala de charité. J'ai commencé à parler, les mots sortant lentement au début, puis plus vite à mesure que les souvenirs remontaient à la surface. J'étais là en tant qu'accompagnatrice, me sentant complètement déplacée dans une robe empruntée. Il était charmant, attentionné, me donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois avant qu'il me demande en mariage, et c'était un conte de fées. Il m'a emmené à Paris, à Barcelone. Il m'a acheté des bijoux dont je ne pouvais même pas prononcer le nom. Je pensais avoir gagné au loto. Quand les choses ont-elles changé? La nuit de noces. Cette confession avait un goût amer. Nous étions à l'hôtel et je voulais appeler ma mère pour lui dire que nous étions bien arrivés. Marcus a refusé, disant que c'était notre moment, que je devais cesser d'être aussi dépendante de ma famille. À ce moment-là, cela m'a semblé raisonnable, voire gentil. Il voulait que je sois tout à lui. L'expression de Carlos était devenue très figée, très froide, mais ce n'était pas gentil. Non, c'était la première étape. Au cours des mois suivants, il a trouvé des raisons pour lesquelles je ne devais pas voir mes amis. Ils avaient une mauvaise influence sur moi, ou ils ne se souciaient pas vraiment de moi, ou passer du temps avec eux le faisait se sentir négligé. Ma mère appelait trop souvent. Ma sœur était trop exigeante. Un par un, il m'a coupé de tous ceux qui m'étaient chers, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui dans mon monde. Et tu n'as pas réalisé ce qui se passait. J'ai compris que cette confession faisait mal. Mais quand j'ai compris ce qu'il avait fait, j'étais tellement désolé, tellement convaincu que j'étais le problème, que je ne savais pas comment m'en sortir. Il ne m'a jamais frappé. Je me suis donc dit que ce n'était pas de la maltraitance. Il m'aimait simplement trop, avait trop besoin de moi. Je pouvais le supporter. Diana, je sais ce que ça peut paraître. Je sais que j'aurais dû partir plus tôt, être plus fort. Mais Marcus est doué dans ce qu'il fait. Il sait exactement comment vous faire douter de vous-même, comment déformer la réalité jusqu'à ce que vous ne soyez plus sûr de ce qui est vrai. J'ai croisé le regard de Carlos, j'avais besoin qu'il comprenne. La nuit où je suis finalement parti, je l'avais planifié depuis des semaines. J'avais ouvert un compte bancaire secret, économisé chaque dollar que je pouvais cacher. J'avais préparé un sac et l'avais caché chez ma sœur. J'étais prête. Que s'est-il passé? Il est rentré plus tôt d'un voyage d'affaires et m'a trouvé en train de chercher des appartements sur mon ordinateur portable. Il n'a pas crié, il n'a pas menacé. Il a juste fermé l'ordinateur très soigneusement
et m'a dit, tu sais que je ne te laisserai jamais partir, n'est-ce que pas? Tu es à moi, Diana. Tu seras toujours à moi. Et la façon dont il l'a dit, si calme, si assuré. J'ai frissonné en me rappelant la terreur glaciale qui m'avait envahi. Je savais qu'il était sincère, que si je ne partais pas tout de suite, je ne partirais jamais. Carlos s'est levé de sa chaise, a traversé la pièce jusqu'au lit et s'est assis à côté de moi, sans me toucher, mais suffisamment près pour que je puisse sentir sa chaleur, sa présence solide. Alors, tu t'es enfui. J'ai attrapé mon sac à main et je me suis enfui. Je me suis réfugié chez ma sœur. J'ai appelé Ethan le lendemain. J'ai demandé le divorce le jour d'après. J'ai ri, mais mon rire était brisé. Marcus m'a appelé 37 fois au cours des premières 24 heures. Il m'a laissé des messages vocaux disant qu'il m'aimait, qu'il était désolé, que nous pouvions nous réconcilier. Puis les messages ont changé. Il a commencé à dire que je faisais une erreur, que je regretterais de le quitter, que je ne trouverais jamais quelqu'un qui m'aimerait comme lui. Aimait. La voix de Carlos était monocorde. Ce n'est pas de l'amour, Diana. C'est de l'obsession. C'est de la possessivité. Je le sais maintenant, mais il m'a fallu 3 ans pour le comprendre. Et à ce moment-là, j'avais déjà perdu une grande partie de moi-même. Je baissais les yeux vers mes mains, vers la légère cicatrice sur mon annulaire gauche, là où j'avais arraché mon alliance dans ma hâte de m'en débarrasser. Quand j'ai accepté ce travail avec toi, c'était censé être un nouveau départ. Un endroit où Marcus ne pourrait pas m'atteindre, où je pourrais être quelqu'un d'autre que sa femme. J'aurais dû savoir que ce ne serait pas aussi simple. Rien de ce qui vaut la peine ne l'est jamais. La main de Carlos a trouvé la mienne, ses doigts s'enroulant autour de ma paume avec une douceur surprenante. Je veux que tu comprennes quelque chose, Diana. Ce que je t'offre, ce n'est pas seulement une sécurité jusqu'à ce que ton divorce soit prononcé. C'est une protection aussi longtemps que tu en auras besoin. Marcus n'a pas le droit de te terroriser. Il n'a pas le droit de te faire peur. Plus maintenant. Mais pourquoi? La question m'échappa. Pourquoi vous en souciez-vous? Je ne suis que votre secrétaire. Ce n'est pas votre problème. Vous avez cessé d'être seulement ma secrétaire au moment où vous avez révisé le contrat Patterson sans demander la permission, dit-il, les yeux sombres et intenses. Vous êtes devenu quelqu'un qui réfléchit, qui agit, qui voit au-delà de ses propres intérêts pour discerner ce qui est juste. C'est rare dans mon monde, Diana. C'est précieux, et les choses précieuses doivent être protégées. Je ne suis pas une chose à protéger, ai-je rétorqué, même si une partie de moi voulait se blottir dans la sécurité qu'il m'offrait. Je ne suis pas votre propriété. Non. Son pouce a tracé des cercles sur le dos de ma main, et son contact a envoyé des étincelles le long de mon bras. Tu ne l'es pas, mais tu es quelqu'un qui m'importe, quelqu'un dans qui je choisis d'investir. Et avant de rétorquer que c'est trop rapide ou inapproprié ou toute autre excuse que tu es en train de formuler, comprends que le temps n'a aucune importance. Je sais ce que je veux, et je n'ai pas l'habitude de remettre mes décisions en question. Et que veux-tu? La question resta en suspens entre nous, chargée d'implications auxquelles je n'étais pas sûr d'être prête à faire face. Carlos m'a observé longuement, le visage impassible, avant de répondre. Je veux que tu sois en sécurité. Je veux que Marcus Caruso ne soit plus une menace. Je veux que tu arrêtes de regarder derrière toi chaque fois que tu quittes une pièce. Il a fait une pause, puis a ajouté d'une voix qui m'a donné des frissons dans le ventre. Et je veux que tu restes, Diana. Pas seulement jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, mais après. Je veux que tu sois chez moi, dans mon entreprise, dans ma vie. Cela t'effraie-t-il? Oui, murmurai-je. Cela me terrifie. Bien. Son sourire était incisif, dangereux. La peur signifie que tu es attentive. La peur signifie que tu comprends exactement dans quoi tu t'embarques. Je ne suis pas un homme bien, Diana. Je ne suis pas Marcus, mais je ne suis pas non plus un chevalier blanc. Mon monde est sombre, violent et compliqué. Mais je te promets ceci, je ne te mentirai jamais. Je ne te manipulerai jamais. Je ne te ferai jamais douter de ta propre réalité. Tu sauras toujours exactement où tu en es avec moi. Et où en suis-je en ce moment? Tu es à la croisée des chemins. Tu peux me laisser t'aider. Vraiment t'aider. Ce qui signifie me faire confiance pour tout, chaque détail concernant Marcus, chaque peur, chaque secret, où tu peux insister pour t'en occuper toi-même.
Dans ce cas, je respecterai ton choix, mais je ne resterai pas les bras croisés à te regarder souffrir. Choisis, Diana. J'ai regardé nos mains jointes, la façon dont ses doigts éclipsaient les miens, forts et capables, et pourtant pas du tout menaçants. J'ai pensé aux mains de Marcus, qui n'avaient jamais été douces, toujours exigeantes, toujours preneuses. Et j'ai pensé aux 3 dernières années, à la femme que j'étais avant Marcus, confiante, ambitieuse et intrépide. Je te choisis, ai-je dit. Ces mots sonnaient à la fois comme une capitulation et une revendication. Je choisis ton aide, mais Carlos, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi? Promets-moi que lorsque tout cela sera terminé, lorsque Marcus aura été réglé et que le divorce sera prononcé, tu me laisseras partir si je le souhaite. Que cette protection ne s'accompagne pas de conditions qui me lieront à toi pour toujours. Quelque chose a vacillé dans ses yeux, trop rapidement pour que je puisse l'identifier. De la douleur peut-être, ou de la déception, mais il a acquiescé. Je te promets que lorsque tout cela sera terminé, tu seras libre de partir. Je ne t'en empêcherai pas. Je ne te suivrai pas. Je n'essaierai pas de te retenir. Il serra légèrement ma main, mais je ne vais pas non plus prétendre que je n'essaierai pas de te convaincre de rester. C'était plus que ce que j'avais espéré. Cette promesse de liberté, même s'il avait clairement exprimé ses intentions. Marcus ne m'avait jamais laissé le choix, seulement des ultimatums déguisés en amour. Carlos m'offrait à la fois protection et autonomie, et cela faisait toute la différence. D'accord, dis-je. Alors voyons comment mettre fin à tout ça. Les 3 jours suivants se sont déroulés dans une étrange incertitude. Je suis allé travailler avec Carlos chaque matin, et conservant la distance professionnelle que nous avions toujours eue au bureau, tandis que tout le monde spéculait sur les raisons pour lesquelles j'avais commencé à arriver et à partir avec lui. Le soir, nous retournions à l'appartement terrasse où Teresa nous attendait avec le dîner, et nous nous asseyions face à sa table à manger pour parler de tout et de rien. Carlos m'a parlé de sa mère, qui l'avait élevé seul après la mort de son père quand il avait 12 ans, qui avait cumulé 3 emplois pour lui permettre de fréquenter une école privée, tout en lui apprenant le métier familial que son père avait laissé derrière lui. Il m'a raconté qu'il avait pris la relève à 25 ans, trop jeune et trop en colère, commettant des erreurs qui avaient coûté la vie à des gens avant qu'ils n'apprennent la valeur de la patience et de la stratégie. Je lui ai parlé de mon enfance dans le Queens, de mon père qui était professeur au lycée, et de ma mère qui tenait une petite boulangerie, tous deux décédés dans un accident de voiture alors que j'étais à l'université. Je lui ai parlé de ma sœur, Elena, de 5 ans mon aînée, qui m'avait pratiquement élevé après la mort de nos parents et qui m'avait accueilli sans hésiter lorsque je m'étais présenté à sa porte pour fuir Marcus. Nous n'avons pas parlé directement de Marcus, mais sa présence planait entre nous comme une ombre. Vincent me tenait quotidiennement informé de ses déplacements, de ses réunions, de ses tentatives de plus en plus désespérées pour me contacter. L'audience avait lieu le lendemain, et je n'avais toujours pas décidé ce que je voulais au-delà du divorce lui-même. Tu dois manger quelque chose, m'a dit Carlos, ramenant mon attention vers le présent. Nous étions dans son penthouse, les lumières de la ville scintillant 42 étages plus bas, et cela faisait 15 minutes que je poussais la nourriture dans mon assiette sans en manger. Je n'ai pas faim. Tu es nerveuse. Il posa sa fourchette, ses yeux sombres m'observant avec une intensité déconcertante. Parle-moi, Diana. De quoi as-tu peur? Que Marcus se présente demain, qu'il fasse une scène, ou pire, qu'il soit calme et raisonnable et me fasse passer pour quelqu'un qui réagit de manière excessive. Que le juge le croie quand il dira que je suis vindicative, que j'essaie de le punir pour un affront imaginaire. Les mots se bousculaient dans ma bouche. Que je sorte de cette salle d'audience toujours liée à lui. Cela n'arrivera pas. Tu ne peux pas le savoir. Si je peux. Carlos se leva de sa chaise et contourna la table pour venir s'asseoir à côté de moi. Il s'accroupit pour être à la hauteur de mes yeux, parce que je me suis déjà assuré que cela n'arrivera pas. Ethan présentera demain des preuves du harcèlement de Marcus, de ses menaces, de ses rencontres avec Leo Santoro. Le juge n'aura d'autre choix que d'accorder le divorce avec préjudice, ce qui signifie que Marcus n'obtiendra rien. Pas de pension alimentaire, pas de part de vos biens ou de vos revenus. Rien. Je le fixais du regard. Comment sais-tu ce qu'Ethan a en sa possession? Parce que je le lui ai donné.
L'expression de Carlos était sans remords. Les images de vidéosurveillance de Vincent, les relevés bancaires montrant la petite amie de Marcus, les relevés téléphoniques prouvant qu'il a violé l'ordonnance restrictive à plusieurs reprises. Tout ce dont Ethan a besoin pour enterrer les revendications de Marcus. Tu as agi dans mon dos. La trahison me fit mal, même si logiquement, je savais qu'il m'aidait. Tu as pris le contrôle sans me demander mon avis. J'ai fait ce qui était nécessaire pour te protéger. Il a levé la main pour me caresser le visage, son pouce effleurant ma pommette. Et avant que tu ne te mettes à penser que je suis comme Marcus, comprendre la différence. Marcus te contrôlait pour te maintenir faible, dépendante de lui. J'agis pour te rendre forte, pour te donner les moyens de t'éloigner de lui pour toujours. Tu vois la différence? Est-ce que je pouvais la voir? La frontière était floue, surtout quand mon instinct me poussait à rejeter toute personne qui prenait des décisions à ma place. Mais Carlos avait raison sur un point. Ses actions me donnaient du pouvoir. Elles ne me le retiraient pas. Marcus avait toujours cherché à saper ma confiance, à me faire douter de mes perceptions. Carlos me donnait des preuves, des faits, des preuves irréfutables que je n'étais pas folle et que je ne réagissais pas de manière excessive. Je le vois et j'admis doucement. Mais Carlo, tu dois me laisser prendre mes propres décisions à l'avenir. J'apprécie ton aide, vraiment, mais j'ai besoin de sentir que j'ai un certain contrôle sur ma propre vie. D'accord, il l'a dit sans hésitation. À partir de maintenant, je te consulterai avant d'agir. Mais Diana, j'ai besoin de quelque chose en échange. Quoi? J'ai besoin que tu cesses de te cacher de ce qui se développe entre nous. Sa voix s'est faite plus basse, plus intime dans la salle à manger faiblement éclairée. Cela fait des jours que nous tournons autour du pot, prétendant que le fait de partager un logement est purement pratique, que le fait de dîner ensemble tous les soirs n'est qu'une question de commodité. Mais nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. J'ai retenu mon souffle. Carlos, tu le ressens aussi, cette attraction entre nous. La façon dont l'air change lorsque nous sommes seuls ensemble. La façon dont tu te penches vers moi sans t'en rendre compte. La façon dont je trouve des excuses pour te toucher. Son pouce a effleuré ma mâchoire. Je ne suis pas Marcus, Diana. Je ne vais pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas, mais je ne vais pas non plus prétendre que je ne te désire pas. Que je ne t'ai pas désiré depuis le moment où tu es entré dans mon bureau il y a 6 mois avec ton CV, ton esprit vif et ton refus de te laisser intimider. Tu me terrifiais, je l'ai avoué, je le suis encore parfois. Bien, son sourire était vif. Je suis un homme dangereux, Diana. Avoir peur de moi est un signe d'intelligence, mais avoir peur ne signifie pas nécessairement fuir. Parfois, cela signifie rester sur ses positions et voir ce qui se passe. Et que se passe-t-il si je reste sur mes positions? Alors je te courtise comme il se doit. Dîner, conversation, apprendre à se connaître, sans que la crise de ton divorce ne pèse sur nous. Je te montrerai que mon monde n'est pas seulement fait de ténèbres et de violence, qu'il y a aussi de la beauté. Et finalement, quand tu seras prête, quand tu me feras suffisamment confiance, je ferai de toi la mienne dans tous les sens qui comptent. La possessivité de ces mots aurait dû me faire fuir. Au lieu de cela, elle a fait monter une chaleur dans le bas de mon ventre, un désir que je ne m'étais pas autorisé à ressentir depuis des années. Marcus avait pris le sexe, l'avait exigé, l'avait utilisé comme une autre forme de contrôle. L'idée que Carlos me désire, qu'il choisisse d'attendre que je sois prête, était enivrante. Je ne suis pas prête, murmurai-je. Pas encore. Il se passe trop de choses. J'ai trop de choses à digérer. Je sais. Il déposa un baiser sur mon front, doux et pressé. C'est pourquoi je ne te mets pas la pression. Mais je voulais que tu saches où j'en suis, ce que je veux, pour qu'il n'y ait pas de surprise, pas d'intention cachée. C'est clair? C'est clair. Il se leva et me tendit la main. Viens, je veux te montrer quelque chose. Je le laissai me conduire à travers le penthouse jusqu'à une pièce dans laquelle je n'étais pas encore entré. L'une des rares portes qui était restée fermée pendant mon séjour. Lorsqu'il l'ouvrit, je compris pourquoi il l'avait gardée secrète. C'était un bureau, mais contrairement à la perfection stérile de son espace de travail à la Benedetti Tower, cette pièce était chaleureuse, habitée, avec des étagères tapissant les murs et un fauteuil en cuir placé près de la fenêtre. Sur un bureau se trouvait un ordinateur portable élégant et plusieurs photos encadrées. Carlos avec sa mère.
Carlos avec un groupe d'hommes que je ne reconnaissais pas. Carlos serrant la main de quelqu'un qui me semblait vaguement familier. C'est ici que je travaille quand je suis à la maison, m'expliqua-t-il. Le bureau en bas est pour les apparences, pour les réunions avec des gens en qui je n'ai pas confiance dans mon espace privé. Ici, c'est réel. Pourquoi me montrez-vous cela? Parce que je veux que vous compreniez ce que je vous offre. Pas seulement une protection contre Marcus, pas seulement un travail ou un endroit où loger. Je vous offre l'accès à ma vraie vie, Diana. Les parties de moi que je ne montre à personne. Il se dirigea vers les étagères, passant ses doigts sur les dos des livres. Je veux que tu me connaisses, pas seulement la version de Carlos Benedetti que tout le monde voit. Je m'avançais dans la pièce, attiré par les photos. Sur l'une d'elles, un jeune Carlos se tenait à côté d'un homme plus âgé et distingué, tous deux devant ce qui semblait être un restaurant. Ton père? Mon oncle, en fait. Il a repris l'entreprise familiale à la mort de mon père. Il l'a conservée pour moi jusqu'à ce que je sois en âge de la revendiquer. Il est mort il y a 5 ans, la même semaine que ma mère. D'une crise cardiaque. La voix de Carlos était soigneusement neutre, mais j'entendais la douleur qui se cachait derrière. Ils étaient tout ce qui me restait de ma famille biologique. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Ils ont bien vécu, ils sont morts rapidement. C'est tout ce que l'on peut demander dans cette vie. Il se tourna vers moi. Mais cela signifie que je comprends ce que c'est que d'être seul. Diana, construire une famille basée sur la loyauté plutôt que sur les liens du sang. Teresa, Vincent, Marco, ils sont ma famille maintenant. Et je t'offre une place au sein de celle-ci si tu le souhaites. Pourquoi? La question que je n'arrêtais pas de poser parce que je ne comprenais toujours pas son intérêt pour moi. Que vois-tu en moi qui te donne envie de cela? Une force déguisée en vulnérabilité. Une intelligence masquée par l'humilité. Une femme qui a révisé un contrat de plusieurs millions de dollars parce que c'était la bonne chose à faire, même si elle risquait d'être licenciée pour cela. Il s'est approché de moi et a posé ses mains sur ma taille. Je vois quelqu'un qui a survécu à 3 ans avec Marcus Caruso et qui en est sorti déterminé à reconstruire sa vie. Ce n'est pas de la faiblesse, Diana. C'est de l'acier enveloppé de soie. Son téléphone a vibré avant que je puisse répondre, le son aigu rompant l'intimité du moment. Carlos fronça les sourcils en regardant l'écran. C'est Vincent. Je dois répondre. Il porta le téléphone à son oreille, son expression s'assombrissant à mesure qu'il écoutait ce que Vincent lui disait. Quand? Combien? D'accord, j'arrive. Qu'est-ce qui ne va pas? Marcus est chez ta sœur avec 3 de ses cousins de la famille Caruso. Carlos était déjà en train de s'éloigner, attrapant une veste sur le dossier de sa chaise de bureau. Vincent dit qu'Elena a appelé la police, mais ils ne partent pas. Je dois m'occuper de ça avant que ça ne dégénère. La peur m'a envahi. Elena, je viens avec toi. Non, Carlos, c'est ma sœur. Si Marcus la menace à cause de moi, c'est exactement pour ça que tu restes ici. Sa voix était dure. Il ne supportait aucune discussion. Je ne vais pas te mettre dans une situation où tu risques d'être pris en otage. Vincent a des hommes sur place qui surveillent et j'emmène Marco et Antonio avec moi. Nous allons sortir Elena de là en toute sécurité et nous occuper de Marcus, mais toi, tu restes ici où je sais que tu es en sécurité. Compris? Je voulais discuter, insister sur le fait que j'avais le droit de protéger ma propre sœur, mais le regard froid et calculateur de Carlos m'a rappelé que c'était son monde, son domaine d'expertise. Je ne serais qu'un handicap dans une confrontation avec Marcus et sa famille. Ramène-la ici, ai-je dit à la place. Et l'Elena, ramène-la ici où elle sera en sécurité. C'est déjà prévu. Il m'a embrassé fougueusement, avec possessivité. Reste à l'intérieur. Teresa a pour consigne de ne te laisser sortir sous aucun prétexte. Je t'appellerai quand ce sera réglé. Puis il est parti. La porte se referma derrière lui avec une finalité qui me serra la poitrine d'inquiétude. Je me tenais dans son bureau, entouré des éléments de sa vie réelle, et je réalisais avec une clarté saisissante que j'avais cessé de considérer cela comme temporaire. Au cours des derniers jours, l'appartement terrasse de Carlos avait commencé à me sembler comme ma maison. Et cela me terrifiait plus que tout ce que Marcus pouvait faire. Les 2 heures pendant lesquelles Carlos fut absent furent les plus longues de ma vie. Je faisais les 100 pas dans son bureau, puis dans le salon, puis de nouveau dans le bureau. Je serrais mon téléphone dans ma main, même si je savais qu'il m'appellerait dès qu'il aurait des nouvelles. Teresa a essayé de me faire manger quelque chose,
mais mon estomac était noué par la peur et la culpabilité. Elena était en danger à cause de moi, parce que j'avais couru vers elle quand j'avais quitté Marcus, parce que je l'avais liée à ma fuite. Lorsque l'ascenseur a enfin sonné, j'ai pratiquement couru jusqu'au hall d'entrée. Carlos est sorti le premier, l'air sombre, mais maître de lui. Derrière lui venaient Marco et Vincent, soutenant Elena entre eux. Ma sœur était pâle et secouée. Une échymose se formait déjà sur sa pommette gauche. « Oh mon Dieu, Elena! » Je me suis précipité vers elle, mais Carlos m'a attrapé le bras. « Elle va bien, elle a des contusions, mais elle est en sécurité. » L'un des cousins de Marcus s'est montré violent lorsqu'elle a essayé d'appeler la police. Sa mâchoire était crispée, laissant deviner une rage à peine contenue. « Teresa, pouvez-vous préparer la deuxième chambre d'amis et apporter de la glace pour le visage de Madame Hernandez? » « C'est déjà fait, Monsieur Benedetti. » J'ai aidé Elena à s'installer sur le canapé, tandis que Carlos renvoyait Marco et Vincent avec des instructions discrètes que je ne pouvais pas entendre. Une fois qu'ils furent partis, il verrouilla l'ascenseur avec une carte-clé, une mesure de sécurité supplémentaire qui me fit prendre davantage conscience de la gravité de la situation. « Je suis tellement désolé, » ai-je dit à Elena, les larmes coulant sur mon visage tandis que je lui tenais les mains. « Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû. »« Arrête !» Elena m'a serré les mains avec une force surprenante. « C'est la faute de Marcus, pas la tienne. Il est venu ici en exigeant de savoir où tu étais, disant que tu avais volé quelque chose qui lui appartenait. Quand je lui ai dit de partir, il a répondu qu'il ferait en sorte que tous ceux qui te sont chers paient le prix de ta trahison. Que lui as-tu répondu? Rien. Je lui ai dit que je ne t'avais pas vu depuis des semaines et que je n'avais aucune idée de l'endroit où tu te trouvais. » Et Elena jeta un coup d'œil à Carlos, qui s'était approché du bar pour se servir un verre. Puis ton patron est arrivé avec ce qui semblait être la moitié de l'armée italienne, et Marcus s'est précipité pour partir. J'ai regardé Carlos, qui a soutenu mon regard par-dessus le bord de son verre. « Qu'as-tu tu fait? » J'ai expliqué à Marcus Caruso que sa présence était indésirable, que tout nouveau harcèlement à ton égard ou à l'égard de ta famille aurait des conséquences qui s'étendraient au-delà de lui à tous ceux qui lui sont chers. La voix de Carlos était calme, presque désinvolte, mais j'ai senti la fermeté qui se cachait derrière. J'ai également précisé que tu étais sous ma protection, ce qui signifie que toute menace à ton égard est une menace à mon égard, et que personne ne me menace sans en subir les conséquences. Carlos, les Caruso savent que je pourrais démanteler leurs opérations avant le petit déjeuner si je le voulais. Il a posé son verre. J'ai eu une conversation avec Antonio Caruso pendant que Marco s'occupait de Marcus. Le vieil homme s'est montré étonnamment compréhensif une fois que je lui ai expliqué la situation. Il semble que Marcus soit une source d'embarras pour la famille depuis un certain temps déjà. Son père en a assez de réparer ses erreurs. Je l'ai regardé fixement, essayant de comprendre ce qu'il disait. « Vous avez parlé au père de Marcus? »« Oui. Nous sommes parvenus à un accord. Marcus signera demain les papiers du divorce sans contestation. Nous renoncerons à toute prétention sur vos biens ou vos revenus et cesserons tout contact avec vous, votre sœur et toute autre personne qui vous est chère. En échange, je ne révélerai pas certaines irrégularités financières dans ces transactions commerciales qui pourraient intéresser le fisc. Vous l'avez fait chanter. Je l'ai motivé. » Le sourire de Carlos était narquois. « Il y a une différence. Et avant que vous ne vous mettiez à penser que je ne vaux pas mieux que Marcus, comprenez bien ceci. J'ai fait ce qui était nécessaire pour vous libérer. Marcus n'aurait jamais lâché prise de son plein gré. Il fallait lui donner une raison plus importante que sa fierté. » Elena me serra la main. « Diana, je sais que tout cela était bouleversant, mais M. Benedetti a raison. Marcus ne s'arrêtera pas à moins d'y être contraint. Et d'après ce que j'ai vu ce soir, M. Benedetti est la seule personne que Marcus craint réellement. Teresa est apparue avec de la glace enveloppée dans un tissu doux pour ton visage, ma chérie. Et j'ai préparé la chambre d'amis si tu veux t'allonger. Merci. » Elena a pris la glace et l'a pressée doucement contre sa joue. Elle m'a regardé, l'air sérieux. Nous devrions parler en privé. Je l'ai aidé à se rendre dans la chambre d'amis, conscient du regard de Carlos qui nous suivait. Une fois la porte fermée, Elena s'est assise sur le lit et m'a observé avec le même regard inquisiteur qu'elle avait eu lorsque j'avais 16 ans et que j'étais rentré à la maison après mon premier vrai rendez-vous. Où elle m'a alors dit « C'est ton patron. C'est mon patron. Celui que tu n'arrêtes pas de dire que c'est juste ton patron. Rien de plus.
très professionnel. Absolument aucun sentiment en jeu. J'ai senti la chaleur me monter au cou. Elena, Diana, cet homme vient de déclarer la guerre à la famille Caruso pour toi. Il a menacé Marcus devant des témoins, fait chanter son père et m'a amené ici pour me protéger. Ce n'est pas le comportement d'un patron. C'est tout autre chose. C'est compliqué, n'est-ce pas? Parce que de mon point de vue, cela semble assez simple. Il est amoureux de toi et tu as peur d'admettre que tu ressens la même chose. La voix d'Elena s'adoucit. Chérie, j'ai vu ton regard quand il est entré. Ce n'est pas de la gratitude ou du respect professionnel. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Je viens de quitter Marcus. Je ne peux pas me lancer dans une autre relation. Carlos Benedetti n'est pas Marcus Caruso. La voix d'Elena était ferme. Marcus te rendait petite, effrayée, dépendante. Après seulement 5 minutes passées avec ton patron, je vois qu'il est tout le contraire. Il te respecte. Il te fait confiance. Et surtout, il te laisse le choix au lieu de te poser des ultimatums. Comment peux-tu le savoir après seulement 5 minutes? Parce qu'il aurait pu m'amener ici sans te demander ton avis. Au lieu de cela, il t'a appelé depuis la voiture pour te raconter ce qui s'était passé et te demander si tu voulais que je vienne. Teresa me l'a dit pendant qu'elle préparait la chambre. Elena m'a pris la main. Diana, je sais que tu as peur. Après Marcos, je serais étonné que tu n'aies pas peur, mais ne laisse pas cette peur t'empêcher de vivre quelque chose de réel simplement parce que cela semble trop beau pour être vrai. Un coup à la porte nous a interrompus. La voix de Carlos a retenti à travers la porte. Diana, Ethan est au téléphone. Il veut te parler de demain. J'ai serré la main d'Elena et je suis retourné dans le salon. Carlos m'a tendu son téléphone, le visage impassible. Diana, la voix d'Ethan était pressante. Je viens de recevoir un appel de l'avocat de Marcus. Ils veulent conclure un accord. Pas de contestation. Divorce. Marcus renonce à toutes ses prétentions. Tu gardes tout. Ils envoient des papiers ce soir pour que tu les signes. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Juste comme ça. Juste comme ça. Diana, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quel que soit le moyen de pression que tu as trouvé, ça a marché. Tu seras divorcé d'ici la fin de la semaine. Merci Ethan pour tout. Remercie celui qui a convaincu Marcus de reculer, car ce n'est pas toi qui y es parvenu. Il marqua une pause. Es-tu en sécurité? Ta sœur m'a dit que tu restais chez une amie, mais après ce soir, je suis en sécurité. Je te le promets. Je t'appellerai demain pour organiser la signature des papiers. Je mis fin à l'appel et rendis son téléphone à Carlos, incapable de trouver les mots pour exprimer le tumulte d'émotions qui m'envahissait. Soulagement, gratitude, peur et autre chose. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Tu as réussi, murmurai-je. Tu as vraiment réussi. Je t'avais dit que j'y arriverais. Il se rapprocha de moi et posa ses mains sur ma taille. Tu es libre maintenant, Diana. Marcus ne peut plus te toucher, te menacer, te contrôler. Comment te sens-tu? Terrifié. Ma réponse honnête me surprit. J'ai passé 3 ans à avoir peur de lui, à laisser cette peur dicter mes choix. Maintenant qu'elle a disparu, je ne sais pas quoi faire de l'espace qu'elle a laissé derrière elle. Tu le remplis avec quelque chose de mieux. La voix de Carlos était basse, intime. Tu le remplis avec des choix que tu fais parce que tu le veux, pas parce que tu as peur des conséquences. Tu le remplis avec des gens qui t'apprécient pour qui tu es, pas pour qui ils veulent que tu sois. Tu le remplis d'une vie qui t'appartient. Et si je voulais le remplir avec toi? Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Brut, honnête et terrifiant. Carlos s'est figé, ses yeux sombres cherchant les miens. Diana, si tu dis cela parce que tu te sens reconnaissante, je le dis parce que c'est vrai. J'ai posé mes mains sur les siennes, posées sur ma taille. Je le dis parce que je suis fatigué d'avoir peur. Fatigué de fuir les choses qui me font du bien simplement parce que j'ai peur qu'elles me fassent du mal. Je le dis parce que chaque nuit depuis une semaine, je m'endors en souhaitant que tu sois dans la chambre avec moi plutôt que dans le couloir. Tu es vulnérable en ce moment. Tu viens de vivre un traumatisme. Je ne veux pas en profiter. Tu ne profites pas de moi. Je me suis approché, éliminant l'espace entre nous. Tu me donnes le choix. Comme Elena l'a dit, je te choisis, Carlos. Je choisis cela. Quoi qu'il y ait entre nous, je choisis d'arrêter de fuir. Son contrôle s'est effondré. Sa bouche a réclamé la mienne dans un baiser qui n'avait rien à voir avec les baisers précipités que nous avions partagés auparavant. C'était de la chaleur, de la faim
et un désespoir à peine contenu. Ses mains se sont emmêlées dans mes cheveux tandis qu'il inclinait ma tête pour mieux y accéder. Je me suis fondu en lui. Mon corps a reconnu ce que mon esprit avait mis du temps à accepter. Je désirais cet homme avec une intensité qui frôlait la folie. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, Carlos a posé son front contre le mien. Cela change tout, a-t-il dit. Si nous faisons cela, si nous franchissons cette ligne, je ne pourrai plus te laisser partir. Tu dois comprendre cela à mon sujet, Dana. Je suis possessif, territorial. Une fois que tu es à moi, tu es à moi. Pas de la manière dont Marcus t'a revendiqué, mais d'une manière tout aussi absolue. Peux-tu le supporter? Je ne sais pas, j'ai répondu honnêtement. Mais je veux le découvrir, alors faisons les choses correctement. Je te courtiserai comme il se doit. Des rendez-vous, des conversations, instaurer la confiance. Pas de précipitation, pas de pression. Quand nous finirons par nous unir, ce sera parce que tu en seras certaine, pas parce que tu te laisseras emporter par le moment. Comme ces vieux jeux de ta part, je suis un homme vieux jeu à bien des égards. Son sourire était malicieux. Mais quand je te ferai enfin mienne, Diana, il n'y aura rien de vieux jeu là-dedans. C'est une promesse. La chaleur de sa voix m'a donné des frissons dans le dos. Je pensais connaître le désir. Je l'avais expérimenté à mes débuts avec Marcus, avant que le contrôle ne remplace la passion. Mais ce que je ressentais avec Carlos était tout autre chose. Le désir mêlé à la confiance, la passion tempérée par le respect. Je devrais te laisser te reposer, a dit Carlos, sans toutefois faire mine de s'éloigner. Demain sera une longue journée, avec la signature des papiers, les avocats, mais après ça, tu seras libre. Nous serons libres de découvrir ce que nous sommes sans Marcus qui nous surveille. Tu resteras avec moi? La demande m'échappa avant que je puisse la remettre en question. Juste pour dormir. Je ne veux pas être seul ce soir. Son expression s'adoucit. Laisse-moi aller voir Elena, m'assurer qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Ensuite, je viendrai dans ta chambre. Mais Diana, si je dors à tes côtés, je te tiendrai dans mes bras. Ce n'est pas négociable. Je compte dessus. Fidèle à sa parole, Carlos est venu dans ma chambre 1 heure plus tard, après qu'Elena se soit installée et que Teresa soit partie dans ses quartiers. Il portait un simple pantalon de pyjama noir et un T-shirt, la tenue la plus décontractée que je lui ai jamais vue. Et d'une certaine manière, cela le rendait plus attirant, plus réel, plus humain. « Viens ici, dit-il en retirant déjà les couvertures du lit. Je me suis glissé dedans, et il me suivit, me serrant immédiatement contre sa poitrine, mon dos pressé contre son torse. Son bras s'enroula autour de ma taille, rassurant et chaleureux. Et pour la première fois en 3 ans, je me sentis complètement en sécurité. « Dors », murmura-t-il contre mes cheveux. « Je suis là. » Et je m'endormis, tombant dans un sommeil sans rêve qui me laissa plus reposé que je ne l'avais été depuis des mois. Le matin arriva, avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les fenêtres et la chaleur de Carlos qui m'enveloppait encore. Au cours de la nuit, nous avions changé de position et ma tête reposait désormais sur sa poitrine, son cœur battant régulièrement sous mon oreille. J'aurais pu rester ainsi pour toujours, suspendu dans cet instant avant que la réalité ne s'immisce. « Je sens que tu penses, dit Carlos, la voix rauque à cause du sommeil. Arrête. Nous devons aller signer des papiers aujourd'hui. Oui, mais pas avant 3 heures. Nous avons le temps. Sa main caressa ma colonne vertébrale, de manière apaisante plutôt que séductrice. Comment te sens-tu? Nerveuse? Soulagée? Terrifiée à l'idée que quelque chose tourne mal à la dernière minute. Rien ne tournera mal, je m'en assurerai. Il déposa un baiser sur le sommet de ma tête. Mais nous devrions y aller. Ethan veut que tu sois à son bureau à 10 heures, et je dois d'abord passer à la tour pour régler quelques affaires. La matinée s'écoula dans un tourbillon d'activités. Elena se sentait mieux, l'ecchymose sur son visage était moins visible à la lumière du jour. Elle avait accepté de rester quelques jours de plus à l'appartement terrasse par mesure de sécurité, et Teresa l'avait déjà prise sous son aile avec une efficacité maternelle. Carlos m'a déposé au bureau d'Ethan à 9h précise. Marco était posté dans le hall et Vincent se trouvait quelque part où je ne pouvais pas le voir, mais je savais qu'il observait. Cette protection me semblait excessive jusqu'à ce qu'Ethan me conduise dans la salle de conférence et que je voie qui m'attendait. Marcus était assis d'un côté de la longue table, son avocat à ses côtés.
Il semblait plus âgé que dans mon souvenir, le stress l'ayant vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu. Lorsque ses yeux ont croisé les miens, j'y ai vu de la rage, à peine contenue, et quelque chose d'autre qui ressemblait à de la peur. Madame Hernandez, son avocate, une femme au regard perçant nommée Patricia Chen, m'a fait signe de m'asseoir en face d'eux. Nous sommes prêts à commencer dès que vous le souhaitez. Je me suis assise, les mains calmement posées sur la table, malgré les battements frénétiques de mon cœur. Yann prit place à côté de moi, rangeant déjà des documents avec une efficacité acquise par l'habitude. Avant de commencer, dit Marcus d'une voix tendue, je voudrais parler seul à seul avec ma femme. Ex-femme, le corrigai-je. Et non, tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant nos avocats. Diana, s'il te plaît. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. La réponse est non, Marcus. Il serra les mâchoires et je vis ses mains se crisper en poing sous la table. Patricia posa une main apaisante sur son bras, lui rappelant subtilement de garder son sang-froid. Alors, laisse-moi dire ceci publiquement. Marcus se pencha en avant, les yeux rivés sur les miens. Tu penses avoir gagné en courant chez Carlos Benedetti, en le poussant à menacer ma famille. Mais tu n'as aucune idée dans quoi tu t'es embarqué. Le monde de Benedetti est plus sombre que tout ce que tu as connu avec moi. Il te détruira, Diana. Il détruit tout ce qu'il touche. Où veux-tu en venir? Demanda Ethan d'un ton calme. Parce que si tu essaies d'intimider ma cliente, ça ne marche pas. Le but, dit Marcus en élevant la voix, c'est qu'elle fait une erreur. Je l'aimais. Je voulais la protéger. Benedetti veut juste la posséder, l'ajouter à sa collection d'actifs. Il l'utilisera et la jettera quand il en aura fini avec elle. C'est drôle, dis-je, surprise par le calme de ma voix. Venant de l'homme qui a passé 3 ans à m'isoler de tous ceux que j'aimais, à contrôler chaque aspect de ma vie, à me faire croire que j'avais de la chance qu'il me tolère. Tu ne sais rien de l'amour, Marcus. Et tu ne sais certainement rien de Carlos. Je sais que c'est un criminel. Je sais qu'il est dangereux. Je sais que tu ne sais rien. Je me suis penché en avant, égalant son intensité. Mais laisse-moi te dire ce que je sais. Je sais que Carlos ne m'a jamais fait me sentir petit ou sans valeur. Je sais qu'il me fait confiance pour prendre mes propres décisions et qu'il respecte ses décisions même lorsqu'il n'est pas d'accord. Je sais qu'il a protégé ma sœur quand tu as essayé de la terroriser, et il l'a fait sans rien demander en retour. Donc, si tu essaies de me sauver de lui, tu peux arrêter. La seule personne dont j'avais besoin d'être sauvé, c'était toi. Le silence s'est abattu sur la pièce. Le visage de Marcus était devenu pâle, puis rouge de colère. Patricia s'est éclairci la gorge. Je pense que nous devrions procéder à la signature, a-t-elle dit fermement. Monsieur Caruso a accepté toutes les conditions énoncées dans l'accord. Madame Hernandez conserve tous ses biens personnels. Il n'y a pas de pension alimentaire et les deux parties conviennent de ne plus avoir aucun contact à l'avenir. Très bien. Marcus a saisi le stylo que Patricia lui tendait et a griffonné sa signature sur les documents avec violence. Mais Diana, quand tout cela vous explosera au visage, quand Benetti montrera son vrai visage, ne venez pas pleurer chez moi. Vous avez fait votre choix. C'est vrai. J'ai accepté. J'ai pris le stylo et j'ai apposé ma signature avec beaucoup plus de soin. J'ai choisi la liberté. J'ai choisi de m'épanouir. Et oui, j'ai choisi Carlos, mais c'est ma décision. Tu n'as pas à la juger. J'ai signé la dernière page et c'était fait. 3 ans de mariage dissous en une série de signatures. Ethan a rassemblé les documents, l'air professionnel et neutre, mais j'ai remarqué le petit sourire de satisfaction qu'il essayait de cacher. Nous avons terminé, a-t-il dit. Mademoiselle Hernandez, si vous voulez bien sortir, je vais déposer ces documents au tribunal cet après-midi. Vous devriez recevoir votre jugement définitif dans les 2 semaines. Je me suis levé, impatiente de partir. Mais la voix de Marcus m'a arrêté. Tu vas le regretter, Diana, crois-moi. Je me suis retourné pour le regarder une dernière fois. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas t'avoir quitté plus tôt. Au revoir, Marcus. À l'extérieur de la salle de conférence, mes jambes ont finalement cédé. Je me suis affalé contre le mur, l'adrénaline quittant mon corps dans un élan qui m'a laissé tremblante et alourdie. Marco était là immédiatement, sa main stabilisant mon coude. « Vous allez bien, Madame Hernandez? » « Je suis libre, » ai-je murmuré, puis plus fort, avec une conviction grandissante. « Je suis libre. » Carlos m'attendait dans le hall, sa présence attirant l'attention même dans cet espace bondé.
Dès qu'il m'a vu, il s'est dirigé vers moi, ses mains encadrant mon visage avec cette douceur possessive dont j'avais tant besoin. C'est fait, c'est fait. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Je suis divorcé, officiellement divorcé. Alors allons fêter ça. Il m'a pris la main et a entrelacé ses doigts avec les miens. Je t'emmène quelque part. Où? Fais-moi confiance. Cet endroit s'est avéré être un petit restaurant italien dans le quartier de Little Italy. Le genre d'endroit qui semblait banal de l'extérieur, mais dont l'intérieur était chaleureux et accueillant, rempli de l'odeur des pâtes fraîches et de l'ail. Le propriétaire a accueilli Carlos comme un membre de la famille, l'embrassant et lui donnant 2 baisers sur les joues avant de se tourner vers moi avec un regard interrogateur. « Et qui est cette belle femme que tu amènes dans mon restaurant? » Carlos. « Voici Diana, » a répondu Carlos en passant son bras autour de ma taille. « Diana, je te présente Giovanni. Sa famille est propriétaire de cet établissement depuis 3 générations et il prépare la meilleure carbonara de la ville. Y a-t-il des amis de la famille de Carlos ici? » A demandé Giovanni en nous conduisant à une table privée au fond de la salle. « Je vais vous apporter du bon vin. Oui, celui que nous réservons pour les occasions spéciales. » Autour d'un plat de pâtes et d'un verre de vin, Carlos m'a raconté des anecdotes sur son enfance, sur les cours de cuisine que lui donnait sa mère dans leur petit appartement, sur la première fois où son oncle l'avait emmené dans ce restaurant et lui avait appris la différence entre de bonnes pâtes et d'excellentes pâtes. Je lui ai parlé de mon rêve d'écrire, du roman que j'avais commencé et abandonné une 12aine de fois, de mon envie de créer quelque chose qui ait du sens. « Alors écris », m'a simplement répondu Carlos. « Tu n'as pas besoin de ma permission, ni de celle de qui que ce soit d'autre. Si tu veux écrire, écris. Je te soutiendrai autant que tu en auras besoin. Tout simplement, Diana, je ne cherche pas à te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Je veux te donner la liberté de devenir qui tu veux être. » Il a tendu la main par-dessus la table et m'a pris la main. « Je sais que tout va très vite. Je sais que nous sommes encore en train de découvrir ce que nous sommes l'un pour l'autre. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Quand j'ai dit que tu étais à moi, je ne voulais pas dire que tu m'appartenais. Je voulais dire que tu étais importante pour moi, que tu méritais d'être protégée, que tu méritais qu'on s'investisse en toi. La différence est importante. Je sais, ai-je répondu doucement. Je commence à comprendre. Tant mieux car j'ai une proposition à te faire. Dois-je m'inquiéter? Peut-être. Son sourire était malicieux. Je veux que tu emménages définitivement dans le penthouse. Pas en tant qu'employé, même si tu peux continuer à travailler pour moi si tu le souhaites. Pas en tant que petit ami, même si j'espère que nous en arriverons là un jour. Mais en tant que partenaire, quelqu'un avec qui je construis des choses. Quelqu'un qui me met au défi et me repousse quand je me comporte comme un salaud arrogant. C'est beaucoup demandé. Je sais. C'est pourquoi je te le demande, je ne te l'impose pas. Tu peux refuser, Diana. Diana, tu peux partir aujourd'hui, retourner auprès de tes sœurs, reconstruire ta vie loin de moi. Je respecterai ton choix, mais j'espère que tu ne le feras pas. J'ai repensé aux dernières semaines, à la façon dont Carlos m'avait protégé sans m'étouffer, m'avait respecté tout en restant honnête sur ce qu'il voulait. J'ai pensé à la façon dont Elena le regardait, à la confiance dans ses yeux lorsqu'il avait promis de nous protéger. J'ai pensé à Marcus et à la prison qu'il avait construite autour de moi, et à quel point c'était différent d'être avec quelqu'un qui voulait me libérer. Oui, j'ai dit, je vais emménager. Mais Carlos, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose, n'importe quoi. Promets-moi que tu me laisseras toujours le choix, que tu ne décideras jamais de mon avenir sans me consulter, que tu ne me priveras jamais de mon libre arbitre, même si tu penses me protéger. Promets-moi que nous serons partenaires, égaux, et non maîtres et possessions. Je te le promets. Il porta ma main à ses lèvres et embrassa mes jointures. Des partenaires égaux dans les affaires, dans la vie, dans tout ce qui compte. Cela te satisfait-il? C'est un début. Je souris, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Maintenant, parle-moi davantage de ce soutien à l'écriture dont tu as parlé, car j'ai environ 6 mois d'idées en réserve et je vais avoir besoin d'un bureau. Son rire était chaleureux et sincère. J'ai déjà pensé à tout. Il y a une pièce dans le penthouse qui bénéficie d'une lumière matinale parfaite. Je pensais que nous pourrions la transformer en bureau pour toi. Tu avais tout prévu. J'espérais cela. Il y a une différence. Il me serra la main. Diana,
Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mon monde est compliqué et dangereux, et nous devrons faire face à des défis imprévisibles. Mais je sais que quoi qu'il arrive, je veux que tu sois à mes côtés. Pas derrière moi, ni devant moi comme un bouclier, mais à mes côtés, comme une égale. Peux-tu vivre avec ça? Je repensais à tout ce que j'avais survécu, tout ce que j'avais surmonté pour en arriver là. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 3 ans, confiante et ambitieuse, et à la femme que j'étais devenue sous le contrôle de Marcus, petite, effrayée et désespérée. Et j'ai pensé à la femme que je voulais être, celle qui émergeait lentement en présence de Carlos, forte, capable, choisissant son propre chemin. Je peux vivre avec ça, ai-je dit. En fait, je compte dessus. Nous avons quitté le restaurant alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orange et dorées. Carlos m'a tenu la main pendant que nous marchions, et pour la première fois depuis des années, je ne regardais pas par-dessus mon épaule. Je ne cherchais pas de menaces, je n'avais pas peur. J'étais libre et je choisissais chaque jour de construire quelque chose de nouveau avec un homme qui ne me voyait pas comme une propriété à posséder, mais comme une partenaire à chérir. C'était suffisant. C'était tout.